Chers contradicteurs, cher public et enfin cher jury, la morale est-elle l'ennemi du progrès? Eh bien, pour commencer, je vais prendre un exemple. Historiquement, on testait les cosmétiques sur les animaux notamment. Heureusement, grâce au progrès, aujourd'hui, on les a remplacés par les influenceuses. Joli progrès. Alors, je vous le concède, dans ce cas précis, la morale n'est pas l'ennemi du progrès. Mais si le progrès doit nous permettre de pouvoir les cloner, j'ose espérer que la morale nous empêchera alors d'arriver à ce stade de déclin de l'humanité. Alors, la morale est-elle l'ennemi du progrès? Oui, évidemment, mais commençons par définir les termes de notre sujet. Le progrès tout d'abord. Il est défini et peut être défini comme l'évolution à l'infini des connaissances, des techniques et des pratiques. C'est donc une notion très large qui ne se limite pas à l'aspect technique de celui-ci que nous connaissons tous et que l'on voit au quotidien à travers nos téléphones de plus en plus performants ou encore nos voitures de plus en plus rapides. La morale, quant à elle, elle évolue et elle est un ensemble de règles, de conduite considérées comme bonnes vis-à-vis d'un modèle de société. La morale, c'est finalement la dignité de l'homme. C'est la civilisation, puisque c'est notamment elle qui fixe les règles du vivre ensemble. Alors, je voulais affirmer, la morale est l'ennemi du progrès. Mais pourquoi? Et finalement, qu'est-ce qu'un ennemi? Alors, le sens premier du mot ennemi est évidemment et éminemment négatif. Et vous serez d'accord avec moi sur le fait que de nombreux exemples montrent que la morale freine, voire parfois empêche, le progrès. Historiquement, par exemple, Léonard de Vinci avait tenté des expérimentations sur le corps humain dans un but de progrès, faire avancer la médecine, mais la morale catholique a pourtant grandement freiné, voire parfois annihilé ses recherches, parce qu'il ne fallait pas toucher au corps humain, création de Dieu. Mais cette notion d'ennemi est ici centrale dans notre sujet et pour répondre à notre question. Il est donc nécessaire de la nuancer. L'ennemi n'est pas nécessairement néfaste. Il peut être le garde-fou contre la déraison et l'immoralité. La morale est l'ennemi qui vous empêche, vous freine, mais pour votre bien. L'ennemi serait alors paradoxalement un véritable ami, celui qui vous dit les choses et ne vous caresse pas dans le sens du poil. Finalement, l'ennemi, c'est Harry, l'ami qui vous veut du bien. Alors, cette définition de l'ennemi, je vous le disais, est centrale et cette bipolarité de sens va être la base de mon exposé. Sartre disait de l'homme qu'il est condamné à être libre. Cette liberté lui confère donc une responsabilité morale. L'homme peut choisir de faire le bien ou le mal. Mais la morale permet de protéger l'humanité d'elle-même, notamment en évitant un progrès déraisonné qui ne serait finalement qu'un progrès technique, mais absolument pas un progrès moral ou sociétal. Alors, le premier exemple qui vient à l'esprit quand on évoque la morale comme ennemi du progrès, c'est évidemment celui que je citais en introduction, celui de la morale religieuse et en particulier catholique. J'évoquais Léonard de Vinci et ses expériences, on peut aussi citer le mythe de Prométhée ou encore de la tour de Babel, dans lesquels la morale vient freiner le progrès de l'humanité. On peut aussi citer l'opposition au progrès technique, et notamment l'opposition catholique à la machine à vapeur, par exemple, qui était considérée comme la machine du diable. Ou encore l'opposition, toujours d'actualité, à la médecine. L'opposition, par exemple, sur des questions autour de la contraception, de la recherche sur les embryons, de la PMA ou encore des OGM, tant d'avancées condamnées par l'Église au nom de la morale et des dogmes. Alors, je ne pense ne rien vous apprendre en vous disant que la France est un État laïque, pas depuis hier, mais depuis 1905, mais force est de constater que dans notre société, morale et laïque, eh bien, on retrouve souvent les mêmes précautions au nom de la protection de la vie humaine, de la biodiversité et du vivant, ou encore de la protection des individus en eux-mêmes, et notamment les plus vulnérables, ou encore de la protection des modèles sociaux comme la famille. La morale est donc bien l'ennemi du progrès en freinant, voire empêchant celui-ci. Et je tiens à préciser que c'est bien souvent une excellente chose. Imaginez seulement 2 petites secondes un monde sans morale, dénué de toute morale, sans morale aucune. Alors je vois certains d'entre vous chercher, vous avez peut-être une conception un petit peu abstraite de ce que cela pourrait donner, mais je vais vous en donner un exemple bien concret, Auschwitz. Le camp d'extermination d'Auschwitz est l'archétype du progrès sans morale,
un progrès sans limite au service du crime de masse. Alors, l'ambiance est un peu retombée avec cet exemple, un peu fort en émotion et très évocateur pour certains, mais j'aimerais maintenant qu'on voit le sens positif et qu'on voit l'ennemi finalement comme quelque chose de vertueux. La morale peut être un obstacle fructueux, mais alors dans quel cas? Eh bien, premièrement, dans de nombreux cas, la morale permet de susciter un débat et une prise de conscience de la société sur le progrès et son impact qu'il aura justement sur cette société. Et in fine, elle permet des négociations et des accords. C'était notamment le cas des progrès liés à l'énergie atomique. La morale a permis de mettre en exergue les différents dangers et dérives possibles, amenant notamment à la prise de négociations et d'accords, comme les accords SALT, permettant de lutter contre la prolifération des armes nucléaires. On remarque aussi que quand de tels accords restrictifs sont mis à mal, que la morale est donc mise de côté, nous rentrons alors dans l'ère de tous les dangers. D'où la nécessité de cette morale vertueuse pour le bien de notre société. Et Rabelais disait à ce propos quelque chose de très juste, « La science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Cette idée de morale vertueuse, donc reprise par Rabelais, se retrouve dans de nombreux domaines, et notamment, je l'évoquais déjà, le domaine de la médecine, qui permet aujourd'hui d'interdire notamment le clonage humain ou les chimères homme-animal. Un médecin chinois avait essayé de pratiquer le clonage sur des enfants, il a été condamné. Des médecins français ont eux aussi essayé et ont même réussi le clonage. Malheureusement pour nous, ils n'ont toujours pas été condamnés pour leur usage immoral de la médecine sur les frères Bogdanov. Alors, oui, la morale est l'ennemi du progrès, au sens négatif, c'est un adversaire qui empêche le progrès jugé déraisonné et néfaste. Mais aussi dans un sens plus vertueux, la morale est l'ennemi du progrès sans conscience donc évoqué par Rabelais, et permet réflexion, échange et diplomatie. Les deux aspects de cette notion d'ennemi doivent être coordonnés pour permettre une évolution dialectique. Et c'est en ça que la morale est l'ennemi d'un progrès technique aveugle et potentiellement désastreux, mais en même temps partenaire et promotrice d'un progrès véritable, à la fois technico-scientifique et humaniste. Pour finir, la morale doit dresser devant le progrès les obstacles dont nous avons parlé, sous peine de voir le progrès, à l'inverse, devenir lui-même l'ennemi de la morale, avec les conséquences funestes que l'on connaît et que j'évoquais à travers notamment l'exemple un peu lourd d'Auschwitz. La morale est-elle l'ennemi du progrès? Eh bien, voyez-vous, je me suis tout d'abord posé la question, la morale est-elle l'ennemi du journal Le Progrès? Et puis, voyant que vous n'abordez pas cette facette-là du sujet, eh bien, je vous en remercie, mon cher contradicteur. Vous m'épargnez un aller-retour Lyon-Le Havre qui aurait été fort coûteux, donc je vais m'en abstenir. La morale est-elle l'ennemi du progrès? La boussole est-elle l'ennemi de l'explorateur? Cher public, cher jury, cher contradicteur, vous l'aurez compris, la morale n'est pas l'ennemi du progrès. Elle est sa boussole, son GPS. Et je m'en vais vous le démontrer. Et ensemble, nous allons avancer autour de cet itinéraire afin d'atteindre finalement le progrès. Le progrès. Le progrès est issu de progressus, en latin, qui signifie avancer. Avancer, d'accord, mais où? Eh bien, à l'époque de la Rome antique, des penseurs comme Cicéron ont répondu à cette question en définissant le progrès comme étant l'acheminement dans la connaissance et dans la vertu. Le progrès est donc non seulement l'exploration du monde et l'extension des connaissances humaines, mais il est aussi le chemin de la vertu, de la morale. Le savoir s'accroît, ce sont les avancées scientifiques, de quelque science que ce soit, mathématiques, physique, sociale, peu importe, mais toujours dans la route définie par la vertu, par la morale. La morale, c'est l'ensemble des principes, des valeurs, des vertus que nous définissons nous-mêmes en tant qu'individus et que nous élevons à l'échelle sociétale, car l'homme est un animal social,
et ils s'organisent en groupe pour survivre et pour vivre. Si l'homme s'arrache à l'état de nature, c'est bien parce qu'il est plus simple de vivre ensemble et d'avancer ensemble. C'est cela qui a permis à l'homme de progresser. C'est cela qui a permis à nos sociétés de progresser, dans le savoir comme dans la morale. La morale ne s'oppose donc pas au progrès. Elle est son GPS, sa boussole. Car voyez-vous, l'individu qui veut atteindre le progrès se fixe tout d'abord un but moral plus grand qu'il cherche à atteindre. Et la boussole, la morale, elle, lui fixe l'itinéraire. Et si jamais l'individu fait fausse route, eh bien, elle pourra toujours corriger son chemin. Ou pire, lui dire « faites demi-tour avec prudence ». Le but du progrès est donc tout d'abord motivé par la morale. La morale est le moteur du progrès. Car le progrès, qu'il soit scientifique, économique ou social, répond avant tout au but d'améliorer la condition de la vie humaine. Pour ce faire, les scientifiques analysent les problèmes, les difficultés que rencontre la société. Et de là, ils cherchent une solution. Si aujourd'hui nous faisons des recherches pour trouver un remède contre le cancer, c'est bien parce que des gens en meurent et en souffrent. Et donc, c'est bien par la morale, par la volonté que tous accèdent au bonheur, au bien-être, par fraternité, par solidarité et par empathie, que les médecins et les scientifiques s'attellent à chercher un remède contre le cancer. Si aujourd'hui, les féministes se battent pour l'égalité des droits entre les sexes, si les personnes homosexuelles ont les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles, c'est bien parce que des personnes avant eux, les progressistes, se sont battus et ont œuvré pour la quête de l'égalité, de l'équité, pour bannir toute discrimination de nos textes de loi qui seraient basés sur la sexualité. Si la morale était l'ennemi des progressistes, eh bien, Martin Luther King, Nelson Mandela, Rosa Parks et Joséphine Baker et j'en passe seraient tous, donc, des ennemis de la morale. Mais est-ce vraiment le cas ? Non. Bien sûr, non. Ils ont été les pionniers de l'évolution des droits civiques. Ils ont permis l'abolition de la ségrégation et de l'apartheid. Et ce, parce qu'ils ont été mus par la morale. La morale est donc bel et bien le moteur du progrès. Et maintenant, abordons l'un des points essentiels. La morale est la boussole du progrès. Car lorsque les chercheurs accumulent les connaissances, les différents itinéraires peuvent être envisagés, voire multipliés. Et si le scientifique, le chercheur, le philosophe ne sait plus s'il doit continuer tout droit, ou tourner à gauche, ou à droite, sans mauvais jeu de mots, eh bien, c'est bien la direction qu'il choisira finalement qui sera bel et bien guidée par sa morale. Lorsque les médecins prêtent le serment d'Hippocrate, ils se fixent le devoir de promouvoir la santé, et ce, avec honneur et probité. Et ils doivent promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques comme mentaux, individuels comme sociaux. Le médecin est donc empreint de pouvoir, de morale, car il doit promouvoir la santé, mais pas à n'importe quel prix. Le quoi qu'il en coûte n'est pas la donnée du progrès, mais celui de la simple survie. Les progressistes ont mené leur lutte. Ils ont eu le choix entre prendre les armes ou faire preuve de non-violence. Le choix moral entre vaincre par la connaissance et la vertu ou celui de vaincre par les armes. Si Joséphine Baker s'est tout d'abord engagée dans la résistance, celle-ci a ensuite rejoint les luttes non-violentes de Martin Luther King. Tous ont pris un chemin qui leur a été dicté par leur morale individuelle pour servir un but moral sociétal plus grand. Le médecin prête serment car il œuvre pour la santé tout au long de sa profession, pour servir la condition humaine et l'améliorer. C'est la raison pour laquelle il fait cette profession. Les combattants pour les droits civiques, eux, ont œuvré pour un but social plus grand qu'eux, l'égalité, l'équité, la fraternité, la solidarité. Et ce sont bien ces choix moraux qui ont permis aujourd'hui d'asseoir une égalité en droit. Et en plus, ils l'ont fait d'une manière non violente. Nelson Mandela ne vengera pas la communauté noire sud-africaine. Et il bâtira une nation arc-en-ciel pour promouvoir ses valeurs d'égalité et d'équité. Et ce progrès
s'inscrit maintenant de manière durable dans le temps. Pouvons-nous dire que le médecin qui œuvre pour la santé n'améliore pas la condition humaine, que ces progressistes qui ont atteint l'égalité, l'équité, n'ont pas amélioré la condition humaine? Bien sûr, non, ils l'ont améliorée. Et pourtant, ils ont fait preuve de morale tout au long de leur avancée, pour déboucher sur le progrès que nous apprenons aujourd'hui dans toutes nos écoles. Et de manière plus individuelle, nous avons tous déjà entendu l'expression « faire la morale à quelqu'un ». Lorsque l'on fait la morale à quelqu'un, nous réprimandons cette personne. Est-ce uniquement pour passer ses nerfs? Peut-être. Mais n'est-ce pas surtout dans l'optique que cette personne s'améliore dans son comportement et progresse ainsi dans ses relations sociales? Très certainement. Vous l'aurez compris, la morale est le moteur du progrès. Elle l'accompagne, elle le motive et elle oriente les avancées technologiques ou sociales afin de les faire entrer en harmonie et d'atteindre le progrès véritable, qui, lui, est durable. Mais la morale peut aussi servir de frein d'arrêt d'urgence pour sauvegarder le progrès. Car voyez-vous, une fois que la morale a motivé les recherches, a indiqué les chemins à prendre, si les scientifiques ne suivent pas ces chemins et qu'ils empruntent une voie sans issue pour l'humanité, la morale sera toujours là, soit pour corriger la trajectoire, soit pour lui dire tout simplement « faites demi-tour avec prudence ». Albert Einstein, père de l'ère atomique, a découvert la théorie de la relativité générale et a permis par ailleurs d'élaborer cette formule mathématique connue, E égale mc2. Ces travaux ont permis de découvrir l'énergie nucléaire, la fission nucléaire. Celle-ci peut être utilisée de deux manières. Soit elle est libérée de manière ponctuelle en une énorme masse d'énergie dévastatrice, soit elle est maîtrisée et libérée de manière plus continue, afin de créer de l'énergie, de l'électricité pour alimenter la société. Ces deux chemins ont été empruntés. Hiroshima et Nagasaki ont été le théâtre de la mort de plus de 200 000 personnes. La morale a ensuite œuvré pour dissuader les conflits, pour le désarmement nucléaire. Einstein et Oppenheimer lui-même, le père de la bombe atomique, ont œuvré pour le désarmement nucléaire, avec un élan de « plus jamais ça ». Voyez-vous, la morale peut nous faire faire demi-tour. Elle peut corriger la trajectoire avant l'impact, ou elle peut éviter que d'autres n'aient lieu. Ne nous méprenons pas. La bombe nucléaire n'est pas un progrès pour l'humanité, mais uniquement une avancée technologique. L'énergie nucléaire, qui sert à produire de l'électricité dans des centrales de la manière la moins polluante possible, elle, est un véritable progrès pour l'humanité. Si aujourd'hui, le monde est à son apogée technologique, il serait dangereux de bannir toute morale dans la question de l'utilisation de celle-ci. Aujourd'hui, des puissances militaires disposent de quoi anéantir l'humanité tout entière. Aujourd'hui, où règne l'incertitude, il nous reste cependant quelques maigres certitudes. Et comme vous l'avez dit, mon cher contradicteur, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le progrès est une forme de conscience, car il est la recherche de l'amélioration des conditions humaines. Faisons donc preuve de morale et œuvrons pour le progrès, et non pour la simple avancée technologique qui peut, aveuglément, nous mener droit vers la mort. La morale n'est pas l'ennemi du progrès, elle est son GPS, sa boussole, son guide, son moteur. L'oublier, c'est ça le véritable ennemi du progrès. Cher contradicteur, merci pour cette plaidoirie. Je suis très content de voir qu'avec mon contradicteur, nous sommes finalement d'accord. La morale fixe un itinéraire, disait-il. Eh bien, évidemment, cette morale nous permet de fixer cet itinéraire, un itinéraire ennemi d'un progrès que je disais, que l'on pourrait qualifier finalement de primaire et de destructeur, au profit donc d'un progrès réellement bénéfique pour la société. A été évoqué l'exemple du docteur qui exerce sa profession avec morale et pour améliorer finalement, pour faire progresser la société.
Eh bien, je dirais encore une fois que dans ce cas-là, la morale est l'ennemi du progrès dans le sens, je le disais tout à l'heure, négatif, et fructueuse dans le sens où elle permet justement d'amener l'humanité à un stade supérieur. Et on remarque que justement, quand cette morale est absente, eh bien, on arrive à des cas, j'évoquais tout à l'heure Auschwitz, de docteurs comme Joseph Mengele, complètement dénués de morale, et on voit alors les risques considérables que représente le progrès. A été évoqué les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki en 1945, eh bien, encore une fois, si la morale avait été présente dans la tête des dirigeants américains, on peut largement estimer que bien ce progrès destructeur représenté par ces attaques n'aurait pas eu lieu. A l'inverse, justement, la morale étant l'ennemi de ce progrès destructeur, en se rendant compte de cette erreur, eh bien, ont ensuite été traitées, négociées grâce finalement à cet aspect vertueux de la notion d'ennemi, des accords, je le disais tout à l'heure, de non-prolifération nucléaire pour éviter que bien de telles atrocités se reproduisent. Alors, vous avez fait le choix d'évoquer des aspects assez théoriques, mais je pense qu'on aurait pu aussi revenir sur quelque chose de plus concret et par exemple évoquer le progrès comme on l'entend aujourd'hui. Si je vous dis progrès, vous allez peut-être me dire intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui va sûrement modifier nos modes de vie. Et encore une fois, ce progrès majeur de notre société actuelle, eh bien, il est finalement contraint, forcé, empêché en quelque sorte par la morale. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, on voit que ce développement de l'intelligence artificielle fait peur et que la morale est là, au niveau européen, avec la création prochaine de législation, ou même au niveau des entreprises, pour permettre aux gens de prendre conscience de ce danger et de mettre en place notamment des accords et des législations pour éviter que ce progrès ait un effet délétère et profondément impactant sur notamment le capital humain et donc les salariés. On aurait pu prendre d'autres exemples, des exemples un petit peu passés pour couvrir l'ensemble de l'histoire. Et si on prend l'exemple, par exemple, du vaccin, eh bien, on peut facilement imaginer que si la morale, et en particulier la morale catholique, n'était pas, dans ce cas-là, l'ennemi du progrès, nous n'aurions pas attendu la fin du XIXe siècle les pasteurs pour avoir un vaccin, mais que, évidemment, la morale absente aurait permis des avancées dans la médecine, peut-être même dès Léonard de Vinci, beaucoup plus importantes, permettant de mettre en place des vaccins qui auraient permis de sauver un nombre de vies considérable. Et encore une fois, eh bien, la morale a été pendant longtemps, ici dans un aspect négatif, l'ennemi du progrès, d'un progrès comme le vaccin. Alors j'ai pris volontairement cet exemple justement pour bien montrer la dualité entre cette morale, cet ennemi, qui peut être à la fois négatif et à la fois positif. Et la morale, je terminerai en disant qu'elle est propre à chacun ou à chaque civilisation ou à chaque société et qu'elle reste donc critiquable, mais qu'un progrès sans moralité, sans éthique, n'aura finalement pas de valeur. C'est un parasite qui ne sert en rien à l'humanité. Chers contradicteurs, je vous remercie pour votre contre-plaidoirie. Vous avez commencé en définissant le progrès comme étant l'évolution des connaissances de l'humanité. Voyez-vous, dans le progrès, il y a cet objectif d'amélioration de la condition humaine. L'évolution des connaissances n'est pour moi que des simples avancées du savoir, dénuées de toute morale, de tout but. Et ensuite, vous avez parlé de la définition d'ennemi, en disant que la morale était l'ennemi du progrès car elle le freinait. Eh bien, voyez-vous, si jamais je traverse au rouge sur le passage piéton et qu'une voiture arrive, eh bien, je considérerai comme ami la personne qui me retient avant l'impact avec la voiture. Voyez-vous, je pense que la définition d'ennemi en tant que frein au progrès ne fonctionne pas. Car si la morale peut freiner le progrès, c'est bien pour éviter que celui-ci ne se transforme en détérioration de la condition humaine, en destruction de la condition humaine. Car ces avancées technologiques, prises aveuglément, en absence de toute morale, en absence de tout ami, eh bien, mènent à la fin de l'humanité. Nous l'avons vu avec Hiroshima, Nagasaki. Et ensuite, vous avez fait une deuxième confusion. Car en effet, vous nous parlez de la morale religieuse. La morale religieuse n'est qu'un texte, ça n'est que la Bible. Pour
la religion catholique. Mais la véritable distinction à faire, c'est l'autorité morale. L'autorité morale, c'est la personne ou l'institution à qui l'on donne le pouvoir d'interpréter les différents principes moraux et d'ériger de nouveaux principes moraux. Lorsque Galilée, ou pour reprendre votre exemple, Léonard de Vinci se retrouve pris par l'Église catholique, ce sont bien des hommes qui sont au pouvoir et qui voient leur pouvoir menacé par les connaissances. Mais ça n'est en rien la morale, c'est l'autorité morale. Et donc, vous nous parliez aussi du mythe de Prométhée. Prométhée est celui qui vient dérober le feu de l'Olympe aux dieux pour apporter le savoir et la connaissance aux hommes. Prométhée fait preuve d'audace. Audace, valeur morale. Et il défie l'autorité morale ainsi établie. Il défie les dieux. Et il connaîtra un châtiment, certes. Mais il a bien fait preuve de morale au moment où il va dérober le feu. Car pour lui, il place sur un plan supérieur le savoir de l'humanité par rapport à l'ordre moral établi que lui juge immoral. Ensuite, vous nous avez parlé d'Auschwitz, avec notamment, je pense, les expériences de Yosef Mengele. Eh bien, libre à vous de considérer les expériences de Yosef Mengele comme un progrès. Pour ma part, je ne le ferai pas. Car si celles-ci ont pu être des avancées technologiques, Yosef Mengele n'a absolument pas contribué au progrès et a même détérioré l'humanité, de par ses actions immorales. Ensuite, vous nous avez parlé de l'intelligence artificielle. Eh bien, je vous laisserai questionner ChatGPT sur notamment les valeurs morales, et il vous dira que lui-même, même s'il ne comprend pas le sens de la morale, eh bien, vous dira qu'il a été programmé pour faire preuve de morale. Si il a été programmé pour faire preuve de morale, c'est bien parce que les avancées technologiques sans morale, sans boussole, poussent l'humanité vers le mur et non pas vers le progrès. Ensuite, vous avez terminé par Pasteur, avec le vaccin. Lorsque Pasteur fait ses recherches sur le petit Joseph a sans doute, sans aucun doute, contracté la rage. À cette époque-là, lorsque l'on contractait la rage et qu'il n'y avait pas de vaccin, c'était 100% de mortalité. Il a donc dû faire un choix moral, tenter le tout pour sauver un enfant, faire preuve d'audace et défier l'autorité morale qui était là, ou rester soumis à cette autorité morale. Tel Prométhée, il a défié l'autorité morale et il a sauvé le petit Joseph. Et il a mis au point le vaccin. Le progrès, encore une fois, a été motivé par le sens moral. Je vous remercie.